Entre la source et l'estuaire de Grégoire Doménac aux éditions Le Dilettante. C'est une étrange histoire que le temps n'est pas parvenu à éroder de ma mémoire. Elle remonte à plusieurs années, alors que j'accompagnais mon père, dont le métier était de convoyer des bateaux achetés en Hollande afin de les revendre en France. Dans le port de Leeuwarden, en Frise, il avait fait l'acquisition d'un vieux remorqueur, l'Argo, doté d'une coque en acier riveté qui venait d'être carénée dans les chantiers hollandais. Pour qui s'y connaît un peu en la matière, ce bateau était un véritable bijou et en raison de sa rareté pouvait se revendre une petite fortune. On descendit par les fleuves et les canaux à travers les Pays-Bas, la Belgique, les Ardennes pendant 4 semaines, et ce jusqu'en Alsace, où nous disposions du contact d'un ancien marinier. L'homme était réputé pour son réseau d'acheteurs et de collectionneurs. On nous l'avait chaudement recommandé. On resta à quai près d'1 mois avant de reprendre la navigation. Mon père suggérait de tenir le cap de la Côte d'Or et de rejoindre Saint-Jean-de-Losne. À l'écouter, les bateaux s'y revendaient très bien. On remonta le Rhin, lentement, l'Argo nous propulsant contre la force du courant, puis on bifurqua à hauteur de Niffer et après quelques jours, on s'engagea sur le Doubs. La rivière serpentait entre les vallées de Franche-Comté, dans un paysage recouvert d'immenses forêts, des forêts denses de sapins sombres et de feuillus, jalonnées de villages où se dressaient de belles maisons en encorbellement. Le lit du Doubs s'élargissait et se rétrécissait, encaissé entre les parois de falaises empanachées de pins. À certains endroits, il fallait rester vigilant à cause du faible tirant d'eau ou des variations de courant. Nous allions seuls sur la rivière, méandre après méandre, et au crépuscule, on dénichait une petite crique abritée du vent afin de jeter l'ancre et passer la nuit. Le soleil disparaissait derrière les montagnes, au moment où montait le coassement des grenouilles. Puis, après le dîner, lorsque mon père rejoignait sa cabine, je demeurais un long moment sur le pont à fumer une cigarette, lire un peu, savourer un verre de kirsch tout en contemplant la lune. Elle était pleine, ronde, bien enflée, distincte à la surface de la nuit, comme un ocelle sur l'aile d'un papillon. Son reflet s'allongeait sur la rivière, enivrant les poissons qui venaient crever la surface, comme s'ils cherchaient à boire le lait de la lune. Sur le pont arrière, je réfléchissais à un tas de choses, en particulier au sens que je voulais donner à ma vie. Non seulement je me sentais étranger à tout impératif du monde moderne, mais je ne savais surtout rien faire d'autre que naviguer sur les cours d'eau. Pour preuve, le seul permis que je détenais était le permis bateau. Je ne pouvais me targuer d'aucun diplôme. Ma vie s'était résumée jusqu'ici à seconder mon père à bord de la péniche qu'il avait pilotée sur le Rhône, la Saône, la Seille, durant des années, avant que le métier ne tombe dans l'escarcelle de la désuétude. C'était la raison pour laquelle nous nous étions reconvertis dans la revente de vieux bateaux, avec plus ou moins de succès. Au cours de ces soirs de solitude à bord de l'Argo, mes yeux et mes pensées s'en remettaient à la bougie que je disposais sur une petite table de bois à l'arrière du poste de pilotage. La flamme attirait des nuées de moucherons qui se grillaient les ailes et se jetaient comme des kamikazes dans la cire brûlante. Tout autour du remorqueur, l'épaisse et mystérieuse végétation du rivage tombait dans l'eau, à la façon d'une obscure mangrove où les chants d'oiseaux faisaient écho à ceux des batraciens, parfois interrompus par des craquements de branches. La chaleur s'atténuait. Une fraîche humidité remontait de l'eau et la nuit ensevelissait les montagnes, la forêt, la rivière. En journée, on avait parfois la sensation de remonter l'Amazone ou l'Orénoque ou l'un de ces fleuves mythiques tant cette forêt sauvage épousait les contours de l'eau, se mêlait à elle dans des camailleux de vert et des combinaisons de bleu. Toute la nature ployait sous la courbe d'un ciel immensément radieux. Pour une heure oubliée, de Frédéric Perrault, aux éditions Mialet-Barreau. Il savait que cela allait arriver. C'était inéluctable. Le seul intérêt d'un secret réside dans la possibilité qu'il soit révélé un jour.
Quand il pensait à ce moment où la vérité éclaterait, Émile se le figurait comme ces concours de dominos qu'il avait déjà vus à la télévision. Une pièce qui tombe en emportant une autre pièce dans sa chute, inévitablement. Des jaunes, des bleus, des vertes, des rouges. Un drame qui en entraîne un autre, un domino day grandeur nature. Il a imaginé ce moment des centaines de fois, des milliers de fois même, mais il avait toujours sous-estimé l'ampleur réelle du séisme qui allait le secouer. Émile regardait Jeanne en train de lire à l'autre bout de la pièce, et il revoyait se jouer devant lui les derniers mois compliqués qu'il venait de traverser. Ces disputes régulières à propos de la routine insidieuse qui s'était installée entre eux et qui l'angoissait tant. Sa volonté farouche de combattre les habitudes, de se croire plus fort qu'elle, jusqu'à parfois frôler le ridicule. Avec un rictus amusé, il se souvint de ce jour où il avait imposé à sa femme d'échanger leur place dans le lit, le débat sans fond que ça avait engendré. Il se souvint lui avoir crié avec une certaine véhémence qu'il ne voulait pas devenir comme ses grands-parents, qu'il avait toujours vu dormir du même côté du lit, s'asseoir chaque jour à la même place autour de la table pour manger le même repas que la veille. Il avait parlé de cette fois où, enfant, il s'était assis sur la chaise de son grand-père lors du dîner et avait refusé de lui céder sa place, par pure provocation. Il avait osé lui demander, de sa voix enrouée de petit garçon, ce que cela changerait s'il s'asseyait sur la chaise d'à côté. Il revoyait la colère que cela avait provoquée chez son grand-père, les vaisseaux que son insolence avait fait exploser dans ses yeux. C'était sa place parce que c'était sa place depuis 40 ans. Un point, c'est tout. Le temps avait si bien fait son œuvre qu'il trouvait désormais absurde qu'on puisse lui demander de s'asseoir ailleurs. Parce qu'il l'avait laissé s'infiltrer dans son quotidien, la routine avait effacé jusqu'à sa dernière parcelle de bon sens. Alors oui, du haut de ses 51 ans, Émile voulait changer régulièrement de place dans le lit pour voir la chambre d'un autre angle, mettre un caillou dans l'engrenage, ne pas se laisser étouffer par l'horrible ronron. Il nourrissait l'espoir secret que ces changements infimes dans leur quotidien allaient relancer le désir fuyant de sa compagne. Émile se souvint de la discussion houleuse et enivrée qu'il avait eue à ce sujet avec ses deux amis, Paul et Manon. Paul disait qu'il fallait passer ce cap dans un couple. Le désir se transformait en tendresse après quelques années. C'était inévitable. Il avait découpé le mot pour appuyer son propos. Inévitable. Avec sa femme, Claire, il s'en était sorti la tête haute, plus fort et plus uni qu'avant, disait-il. Émile était excédé par ses propos. Il lui avait affirmé que son manque d'ambition en amour allait lui jouer des tours un jour ou l'autre, que ça avait même peut-être déjà commencé. D'ailleurs, Claire était sûrement en train de se faire sauter par un autre à l'heure qu'il était, pour pallier son manque de ferveur, pour le punir d'avoir baissé les bras trop vite, la cinquantaine passée. Ça avait fait rire Paul, du rire sûr de ceux qui ne le sont pas. Leur discussion avait laissé Manon perplexe. Elle n'avait rien dit pendant un long moment, et puis elle avait fini par révéler, avec une certaine profondeur, qu'elle rêvait d'avoir un jour ce genre de problématique à régler, parce que cela signifierait qu'elle aurait enfin trouvé l'amour. Mike d'Emmanuel Guibert, chez Gallimard. Mike et Gloria passent par Paris. Juliette m'a parlé d'eux. Je sais qu'ils ont la soixantaine, que Mike est architecte. Un architecte dessinateur. Les architectes de sa génération sont tous plus ou moins dessinateurs, mais lui, c'est un vrai dessinateur d'observation. Un artisan du bois aussi, un marcheur, joueur de tennis, pêcheur à la mouche. Gloria est enseignante retraitée d'anglais et d'espagnol.
Mike et Gloria partagent leur vie entre Minneapolis et Santa Fe, deux maisons où Mike s'est aménagé des ateliers. À Minneapolis, ces dernières années, ils étaient les voisins d'en face de Juliette. Juliette a dirigé les missions clandestines de Médecins sans frontières en Afghanistan entre 1979 et 1989, pendant l'occupation soviétique. J'ai raconté une de ces missions dans une bande dessinée intitulée Le photographe, par la voix et les images de Didier Lefebvre, le reporter photographe qui l'a accompagné. On y voit Juliette et son équipe franchir à pied des montagnes de plus de 5000 mètres pour installer des dispensaires dans des villages pilonnés par la guerre. Au seuil des années 90, elle est partie vivre à Minneapolis en compagnie de John, un médecin d'urgence américain adjoint à cette mission. Après une dizaine d'années de vie commune, John et Juliette se sont séparés. Juliette est revenue en France avec leur fille Alexandra. C'est à ce moment-là que je l'ai connue. Ce soir de septembre 2007, Juliette m'invite à dîner chez elle, du côté des grands boulevards. Je rencontre Mike et Gloria. Mike est grand et doux, il ne parle pas français. Gloria comprend le français mais ne s'aventure pas à le parler. Leur allure me rappelle la fin des années 60, le temps de leur jeunesse et de ma petite enfance. Mike et moi échangeons nos carnets de croquis en cours, autant de bâtiments dans le sien que de visages dans le mien. Il note des églises en pierre, des garages en bois, des huttes en pisé. Je note des têtes de passagers dans l'autobus. Autour, on note le décor. Parfois, ce décor prend toute la place. Il dessine une pomme, moi un rocher. Ici, une silhouette sur du blanc. Là, le paysage sans un chat. Ces dessins sont bons. Pas facile de représenter des architectures et leur contexte à main levée, en proportion, sans repentir, debout devant le motif, le carnet appuyé à l'estomac. Mike dit qu'il a beau scruter le monde depuis l'enfance, il ne l'a jamais assez vu. Sa façon de l'apprendre, c'est de le noter. Quand il l'a bien noté, il peut fermer les yeux et continuer d'en profiter dans l'ensemble et le détail. Dessiner, ce n'est pas tant cumuler des carnets sur une étagère que s'incorporer le monde et en être toujours occupé. C'est aussi, grâce à une mémoire des formes entretenues, faire dialoguer le monde présent et celui des souvenirs. Tirer constamment des traits entre ce qu'il voit et ce qu'il a vu. La terre, Mike en redemande. Il veut rester. Il signe des bâtiments qui sont l'émanation minérale et végétale de l'endroit où il pousse. Il aime compter les brins d'herbe depuis la chambre à coucher, servie par la meilleure technologie. Il tient la technologie par ses deux pointes, l'avant, où les nouveaux outils apparaissent, l'arrière, où les anciens outils disparaissent. Il se sert des deux. En arrivant à Paris, la veille, ils sont allés chez Idem, une imprimerie lithographique de la rue du Montparnasse où je travaille de temps en temps, pour acheter mon coffret de lithographie sur le Japon. Mike s'intéresse à la lithographie, il la pratique aussi. Depuis une petite trentaine d'années, Mike accompagne tous les ans en Europe des étudiants en architecture de l'Illinois pour les faire dessiner sur le motif. Il a vu arriver l'ordinateur, les habitudes de dessin traditionnelles se raréfier, s'éloigner du papier et de l'observation. Il leur enseigne à se poser devant un motif et à le dessiner artisanalement, en prenant le temps de comprendre, d'apprécier et de retenir. 2 ans passent et dans l'intervalle, on partage quelques repas, toujours à Paris. Il commence à être question que j'aille les voir en Amérique. Mike voudrait que je le rejoigne à Santa Fe, où il travaille la litho chez un maître imprimeur nommé Jack Lemmon, comme l'acteur de certains Lem Show, mais avec un seul M. Mike me répète, une pierre t'attend à Santa Fe. Fin 2008, voyant que je n'arrive toujours pas, il fait venir la montagne à moi. Il ne m'apporte pas la pierre, mais des calques spéciaux qui permettent de faire de la lithographie n'importe où, de la lithographie de reportage, le genre de matériel que j'ai utilisé au Japon. Je ne fais pas ce voyage à Santa Fe et j'ajoute, à ma courte honte, que les calques restent vierges.
Quand je vais aux États-Unis en 2009, Mike et Gloria n'y sont pas. Ils sont à Kigali, au Rwanda, où vivent leur fille Andrea et sa famille. Subitement, Mike déclare une maladie qui change la donne. Dimitri Rouchambori, le démon de la colline aux loups. Mon père disait « ça se passe toujours comme ça à la colline aux loups ». Et ça s'était passé comme ça, pour lui et pour nous aussi. Maintenant, je sais que ça s'est arrêté pour de bon. La colline aux loups, c'est là que j'ai grandi. Et c'est ça que je vais vous raconter. Même si c'est pas une belle histoire, c'est la mienne. C'est comme ça. La colline aux loups, j'aime pas en parler d'habitude. Le démon est né là, et c'est là qu'il m'a pris. Même si je devais taire tout ça à jamais, j'aurais l'impression qu'il a volé mon âme pour de bon, et bien plus encore mon histoire. J'espère que vous saurez vous montrer miséricordieux ou quelque chose comme ça, parce que j'ai un parlement qui est à moi, et pendant tout ce temps, ces mots, c'était ma façon d'être moi, et pas un autre. Et comme j'ai pas fait l'école longtemps à cause du père, du démon, de la mère et des autres, il manque des cases dans mon entendement des choses. À qui j'écris ce journal alors? Je ne sais pas. Peut-être à moi-même et à celui que j'étais avant le démon. Les gens n'ont pas de premiers souvenirs. Comme Fridge, qui dort à côté dans la cellule, il n'a pas de premiers souvenirs. Il dit « j'en sais rien moi, qu'est-ce que ça fiche ?» Et il se frotte les bords de la bouche comme pour lisser une moustache. Il n'a pas un poil. Fridge, il est avec moi depuis que je suis avec lui dans la cellule, avec 10 ou 12 ans de prison à faire. Mais il dit qu'il ne le fera pas, parce que l'avocat lui a dit qu'il ne les fera pas. Fridge se souvient de plein de choses, mais pas de son premier souvenir. C'est comme si personne n'était foutu de savoir à quel moment on a tous eu la première pensée de quelque chose, et pourquoi ça s'efface, et peut-être que c'est mieux que ça reste pas nous plomber la cervelle, avec trop de choses là. Quand Fridge dort, j'écris, sinon il me cause, et il veut lire par-dessus mon épaule. Une fois, je lui ai craché dans l'oreille. J'ai demandé au chef des livres à la bibliothèque, et j'ai eu droit de les sortir, et de les garder, et j'ai un dictionnaire et un manuel de grammaire pour les nouveaux arrivants. Les psys, ils ont toujours dit d'écrire pour la thérapie. Mais moi, je ne savais pas quoi faire d'un stylo. Maintenant, j'ai même une machine, et je peux prendre le temps, parce que le directeur a dit que le temps, je n'avais plus que ça. Je ne suis pas inquiet, parce que l'éternité, j'avais déjà senti quelque chose comme ça avec le démon. C'était une chute qui ne finissait pas, dès le départ, et je savais qu'une partie de moi était partie d'ici, et n'était plus sur cette terre, enfin, pas comme on le dit pour les gens ordinaires. Je ne dis pas que je ne suis pas ordinaire, je dis que j'ai hérité du démon, que c'est comme ça quand les dieux descendent chez nous, sauf que celle-là, c'est le diable. Je ne sais pas de quoi il est fait, mais il avait déjà été appelé par mon père. Il ne savait pas ce qu'il faisait et je n'avais pas mon mot à dire. Je me souviens que dans mon enfance, quand j'ai pu sortir une fois et respirer la nature, j'avais vu un cocon qui allait faire un papillon. Et je sentais que j'étais un cocon aussi, mais pour une histoire qui serait salement moche. Et je ne m'étais pas trompée de beaucoup. Aussi riche que le roi, de Abigail Assor chez Gallimard. Un garçon lui avait dit qu'ailleurs, très loin, il y avait des sables doux comme du velours et blancs comme des nuages. Et il avait parlé des coquillages et de l'odeur du sel, et d'une musique du bruit des vagues. Elle ne l'avait pas cru. Les petits des carrières centrales, ils te racontaient toujours des histoires pour t'ensorceler, ces salopards. Ici, sous elle, le sable était jaune et gris. Il sentait les cigarettes qu'on y avait écrasées, et il pouvait lui couper la peau si elle s'y frottait. C'était dégoûtant, mais c'était comme ça le sable de Casablanca. Au moins, c'était un sable vrai. Cela faisait peut-être 3 heures qu'on dormait au soleil. Le soleil de Casablanca, lui, il te déçoit jamais. Chaque fois, c'est la noyade. Il t'enrobe, te roule, te fond tout entier. Là, tous ensemble, on allait peut-être mourir tellement on fondait. On allait finir par disparaître, devenir tour à tour des gouttes visqueuses de graisse, et quand nos parents nous chercheraient, en passant voir à la page 56, ils ne verraient rien qu'une grosse flaque troublée verdâtre, ils ne sauraient pas que la flaque, c'est nos corps fondus. Enfin, peut-être que les autres, les parents, ne les chercheraient même pas, parce que eux, ils avaient tout de même 23 ans. Mais
sa mère à elle, elle la chercherait, c'est sûr. Elle ne savait plus où commencer et finissaient les corps, où se situaient les limites de sa peau. Il y avait les jambes chaudes et ronflantes, et tous les grains du sable, un peu de la serviette rugueuse, et son nez quelque part dans un bras. On somnole, et les ballons de foot qui bondissent dans l'eau et éclaboussent tout le monde, les éclats de voix des gosses des rues, les klaxons des voitures qui crient sur l'avenue derrière, ça ne change rien. Ce sont les bruits de la vie, ça nous rappelle qu'on n'est pas mort, disait Yaya. Finalement, on se délia doucement. De la masse informe se détachèrent par fil les corps, les uns après les autres. C'était comme une danse moderne de France, pas une danse d'ici. Les garçons avaient pris leurs jambes entre leurs bras et les filles s'étaient étendues sur le ventre, les jambes pliées pour se sentir Lolita. Sarah, elle, n'allait pas faire le pitre comme ça. Elle s'assit avec les garçons. On discutait un peu, on buvait de l'eau Sidi Ali, on disait « elle est acide la Sidi Ali ». Yaya lançait des pierres dans l'Atlantique. Il disait qu'un jour, sans faire exprès, il tuerait une mouette, et que ce serait la faute de la mouette puisqu'elle devrait savoir que Yaya, tous les jours, il lançait des pierres dans l'Atlantique à cet exact endroit. Il avait raison, pensait Sarah. Ce qui était énervant, c'était que Driss ne la regardait pas. Il faisait comme il y a 6 mois, le salaud, comme à l'époque où rien de toute cette sale histoire n'avait encore commencé. Pourtant, tous les garçons la regardaient toujours, même les plus fâchés. Même après ses pires mensonges, il continuait à la regarder. Le gars de la note, quand il avait découvert qu'elle n'avait que 16 ans, il avait continué à la regarder, il la regardait encore plus. Mais Driss était là avec son carnet, à écrire des conneries et à foutre du sable partout, à faire comme s'il s'en fichait d'elle. Il n'était pas très beau de toute façon, franchement laid même. Putain, mais il va pas arrêter le gosse là ? C'était Chirine qui avait parlé, encore allongée sur son ventre façon actrice américaine. Un petit des rues essayait de lui vendre des cigarettes au détail ou des chewing-gums Flash Wonder Mint. Parfois, il se faisait insistant, les petits des rues. Il te disait Flash Wonder Mint, allez, s'il vous plaît, madame, Flash Wonder Mint, s'il vous plaît. Il faisait exprès de parler en français parce que ça faisait bien élevé. Si les dieux incendiaient le monde, d'Emmanuel d'Ourson, chez Bernard Grasset. Mais pourquoi fallait-il que le merle noir chante plus tôt que les autres, qu'il choisisse la lucarne de sa chambre pour perchoir? À 4 heures du matin, Jean avait ouvert les yeux, expulsé du sommeil par le chant de l'oiseau. Il s'était tourné sur le côté pour sonder les traces de la veille. La visite de Clélia, seule, pressée. Ses cheveux roux qui finissaient toujours par se dénouer. Le cliquetis de ses 2 bracelets et le timbre de sa voix lorsqu'elle avait agité les tentures et déclaré que ça sentait mauvais. Elle, ondoyante. Lui, rebut nauséabond. Elle avait ouvert les fenêtres, rassemblé les livres qui traînaient sur la table du salon. Elle avait demandé où était Nabokov. C'était si insolite, le salon de Jean sans un volume de Nabokov abandonné sur la table basse ou le canapé. Jean avait répondu que désormais Nabokov restait dans son lit avec lui. Il avait regardé Clélia s'affairer dans l'appartement, jusqu'à ce qu'elle s'assoie près de lui, qu'elle pose ses lèvres fraîches sur sa joue, comme pour dire « Excuse-moi papa, je voulais commencer par là et puis j'ai oublié ». Quand le merle avait chanté, Jean avait tendu une main vers la peau de son visage. Il s'était attendu à ce qu'elle soit douce et lisse, comme celle de Clélia. Le grain rugueux de l'épiderme l'avait surpris. Il avait suivi du doigt les sillons. Se pouvait-il que, déjà ? La couverture de Nabokov brillait dans l'obscurité. Ça l'avait rassuré. Il avait rouvert le livre et retrouvé la page sur laquelle il s'était endormi. Le narrateur y décrivait un ange dont le pied était parcouru d'un réseau de vénules et d'un grain de beauté pâle. Les tempes d'Alban aussi étaient parcourues de vénules bleues. Jean avait tenté de se représenter le visage de sa cadette,
d'en faire ressurgir chaque détail, depuis le grand épi du front jusqu'au sillon des veines sur la tempe droite, en passant par les yeux très grands, très noirs. L'image avait flotté un moment. Il s'était demandé s'il reconnaîtrait sa fille aujourd'hui, et son cœur s'était emballé. Il avait compté les années. Ça ferait bientôt 15 ans qu'elle était partie, ne laissant comme trace de son existence qu'une carte postale chaque année. 15 cartes de vœux envoyées des 4 coins du monde, comme si la vie d'Alban s'était résumée à un conte de Noël. Il avait lâché le livre et l'image s'était dissoute. La nuit tremblait derrière la vitre. L'espace entre les rideaux laissait deviner la dérive de nuages floconneux qu'argentait la lune. Par les fentes du châssis, le vent sifflait et déposait sur la tête de Jean un coulis froid. Allongé sur le dos, il était resté immobile, à l'affût des sensations changeantes, tour à tour douces et cuisantes, qui sinuaient dans son corps. Quand elles étaient douces, elles réveillaient une ardeur enfouie, comme une eau sourde remonterait en plein désert. Quand elles drainaient la douleur, c'était la peur qui suintait, attisée par le courant d'air nocturne et le souvenir d'un visage hâve, des yeux immenses de sa fille. Alban, on l'avait interviewé la veille sur les ondes. Il avait entendu sa voix. C'était une bourrasque, cette voix qui revenait du passé et surgissait à l'improviste sans s'annoncer. Il se souvenait de ses accents d'adoration lorsqu'elle était enfant, puis de son timbre rauque le jour où elle avait dit, bien plus tard, « Quand vous serez mort, j'irai danser sur vos tombes ». Il se demandait à quel moment la fêlure était apparue et l'anxiété oubliée revenait, glacée. Une camisole d'inquiétude le figeait sur son lit. Alban était grande pourtant. Désormais, elle se débrouillerait sûrement mieux que lui. Le mal est pris de Bénédicte Soimier aux éditions Calman-Lévy. La laideur est supérieure à la beauté car elle dure plus longtemps. Serge Gainsbourg. Paul n'est pas beau. Petit, maigre, le cheveu terne et rare, le nez long, il présente un physique ingrat que n'arrangent pas des tenues démodées, portées étriquées du pantalon de velours côtelé, toujours beige ou gris, aux chemises de fin coton d'Égypte plaquées sur son torse. Le dos droit et les épaules tendues, il affiche une raideur malingre malgré des foulées allongées, l'allure cocasse et des gestes si maniérés qu'il en est agaçant. Il est sec, c'est son aspect, sec et austère, comme il aime le paraître. Ça le protège. Paul est souvent mal à l'aise, ni hautain, ni pédant, juste mal à l'aise. Il sourit peu, gêné par des dents mal plantées, une incisive penchée vers l'autre et cette canine mal soignée lorsqu'il avait 10 ans, dont l'émail maintenant jauni tire sur l'ocre, entre le brun et le cognac. Sourire illumine pourtant son regard, le plus beau du monde, d'un bleu limpide, presque gris, parsemé de paillettes d'or, vif et brillant, dont il module l'effet selon l'inspiration. Il en joue, plisse ou déplisse l'œil en mesure, rodé et appliqué. Il compose et parvient à séduire lorsque la chance s'invite. Alors il ramasse, il cueille, récolte et se goinfre des miettes laissées par eux, les beaux, ceux qu'il déteste. Ces beaux qui obtiennent avant lui sans effort ou mérite parce que leurs corps sont longs et leurs traits harmonieux, parce qu'ils ont des fossettes et des mèches travaillées, du vent, du rien, de l'apparence sans véritable fond. C'est injuste et douloureux, chaque jour, chaque heure, cette laideur portée en fardeau, la peau, une silhouette, des pieds à la figure incongrue, elle pique et modèle l'humeur et les certitudes. Évidemment, Paul, la souffrance n'appartient qu'aux moches. Comment imaginer qu'il puisse en être autrement, lorsque le quotidien résonne de rires et d'insultes? T'as vu l'autre avec sa face de raie, cette sale gueule? Va te cacher, va crever avec ta tronche. Y a que ça à faire, minable. L'épreuve des cours d'école, de la rue, des transports, des coups ramassés dans l'ego jusqu'à en croire ces mots.
Paul travaille à la poste. Il gère l'agence d'une commune de 7000 habitants, connaît sa tâche et l'exécute avec zèle. La répétition le rassure. Le bureau vers la grande vitrine, ses crayons à droite, les imprimés à gauche. Le bon employé s'applique, soucieux du client, apprécié de ses collègues et décrit comme serviable. Il s'efforce d'être aimable, du mieux qu'il peut. Salue, discute, évoque la pluie et le beau temps, puis ravale sa colère face au regard qui le heurte. Ses airs condescendants et les chuchotements. Il est laid, mal habillé. Il entend, se tait, les déteste. L'exaspération monte et des plaques apparaissent sur ses bras et ses cuisses. Il frotte, se gratte, s'agite. La tension le submerge. Les gens l'ennuient. Ils se plaignent. De la météo, des impôts, des salaires, du coût de la vie, du travail et des patrons. Des plaintes, encore et toujours. Il râle. La vie les écorche, disent-ils, mais lui, que la vie lui fait-elle? Pour peu, il irait s'installer sur une île déserte, loin de ses cons et des vacheries de l'existence. Parfois même, il voudrait que tout s'arrête, ne plus rien entendre, ne plus rien voir. S'il avait du courage, mais ce n'est pas si facile. La malédiction de l'escargot de Philippe Carrois aux éditions Anne Carrière. Alors que le rideau se relevait pour un dernier appel, Hugo remarqua, assise au milieu de la troisième rangée d'orchestre, une spectatrice ostensiblement immobile. Elle le regardait fixement, sans aucune expression. Sans doute s'était-elle ennuyée, rien de pire au théâtre. Il ne put s'empêcher de s'attarder sur cette jeune femme indifférente, presque hostile, qui lui gâchait le plaisir des saluts triomphants. Comme si, en la fixant à son tour, il allait la contraindre à applaudir avec le reste de la salle enthousiaste. La jeune femme soutint son regard et resta de granit. Le rideau baissé, Hugo fila dans sa loge en se débarrassant de sa moustache déjà à moitié décollée, se démaquilla à la hussarde, étala son costume de marquis dégoulinant de sueur sur le portant et sauta dans son pantalon abandonné sur le vieux sofa de velours rouge. Comme tous les soirs, il fut le premier à quitter les lieux, en gratifiant ses partenaires de l'habituel. « À demain les amis, c'était bien ce soir !» Regroupés devant l'entrée, enfin la sortie des artistes, quelques spectateurs l'attendaient dans la nuit cinglante de décembre. Il aida une femme aux cheveux violets à faire le selfie que l'émotion et ses doigts engourdis lui refusaient. Signa quelques autographes. Une plantureuse quinquagénaire se colla un peu trop à lui. « C'était formidable! C'est bien de vous voir pour de vrai. Je peux vous faire la bise ?» Avec cette épidémie de grippe, mieux vaut s'abstenir, plaisanta-t-il, pour éviter la corvée. Un homme distingué lui demanda de signer son programme. Il le félicita pour Un toit pour toi, son seul succès au cinéma, sorti il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous étiez bien là-dedans? On ne vous voit plus beaucoup à la télé ces temps-ci. C'est quand la prochaine? Encore une petite banderille piquée dans son amour-propre. Comme souvent, avec les commentaires de ce public qui pourtant l'aimait, le suivait, achetait des places pour venir l'applaudir au théâtre. « Je peux avoir un autographe ?» demanda une jeune fille brune et pâle en lui tendant son billet réduc pour qu'il le dédicace. Hugo reconnut sa spectatrice récalcitrante. « Bien sûr, c'est à quel nom ?»« Candice. C'est pour vous ?»« Ben oui. Parce que les filles, enfin les jeunes femmes de votre âge, elles demandent souvent pour leur mère, voire leur grand-mère. Eh oui, je suis le Brad Pitt du troisième âge, le Leonardo DiCaprio de la maison de retraite. » « Puf, n'importe quoi, » répondit-elle en étouffant dans l'œuf le sourire qui essayait de se frayer un chemin sur son visage. « Vous avez aimé? Parce qu'au salut, ça n'avait pas l'air. »« Si, c'était très bien. On peut faire un selfie aussi ?» Il lui offrit son sourire selfie. Elle shoota 2 photos, le remercia et disparut sous la pluie.
Ça t'a plu, camarade ?» dit-il en rejoignant Mickey qui se grillait une cigarette un peu plus loin, à peine envieux de la notoriété de son pote. « Oui, enfin, je vais te dire. Toi, en tout cas, tu as bien fait de choisir ce rôle. T'es vachement bien. » « Tu as le temps de dîner? Indien? Allez, c'est qui la fille mignonne à qui tu refilais ton 06? Une figurante que t'as branchée sur un tournage? Non, en ce moment, je suis en grande jachère. Oui, tu dis toujours ça. C'est vraiment fini avec Olivia? Le Cashmere Palace était sa cantine du soir. Ils s'installèrent à sa table habituelle, au fond de la salle étroite, où les néons tapaient moins fort. Mickey n'aurait qu'à aller en terrasse pour fumer, sous ces gros lampadaires à gaz qui réchauffent scandaleusement la nuit parisienne. Il était un des rares amis d'Hugo dans le métier. La délicatesse d'un coquelicot dans un corps pentagruélique. Son vrai nom était Bertrand, mais il avait tellement raconté ses virées nocturnes chez Natacha avec Mickey Rourke dans les années 80, rue Campagne 1er, qu'on avait fini par l'affubler du nom de son mythique acolyte de Beverly. Hugo était le seul à savoir qu'à la même époque, il avait également fréquenté l'autre Mickey, le vrai, en endossant le costume de Pluto à Euro Disney pour boucler ses heures d'intermittent. Les monstres de Charles Roux aux éditions Rivage. Vous passez la soirée seul, une fois de plus, est-on tenté de dire. Dehors, la noirceur a enveloppé la ville qui résiste du mieux qu'elle peut, flambant d'un murmure lumineux. Dans les appartements, les salons aspergés du halo ronronnant de la télévision consument les lueurs qui montent des phares des voitures. Certains sortent, s'amusent et boivent. Ils discutent ou bien dansent jusqu'au petit matin pour les plus braves. Vous êtes plutôt encline à rester calfeutré dans votre appartement. Derrière ces vitres, auprès du petit écran rassurant, vous vous protégez des ténèbres. Elles n'ont pas été apprivoisées, tout juste mises à distance, et vous êtes incapable de les affronter. La nuit ne vous a jamais appartenu. Quand l'âge dictait ses folies et que les autres profitaient, vous, Alice, restiez sagement couchée. La porte de votre chambre est restée entr'ouverte sur ce couloir éternellement allumé, année après année. Les veilleuses en forme d'animaux se sont succédées, et certaines filles commençaient de perdre leur virginité alors que vous, Alice, aviez encore besoin de cette minuscule source d'espoir dans le noir, ce faisceau de lampe qui vous protégeait de l'obscurité venue vous étreindre. Sur la table basse, planches de verre et armatures de métal, se reflètent les murs du salon, se mélangent papier et objets sans autre ordonnancement que celui du hasard. Un stylo publicitaire côtoie un dessin d'enfant, un paquet de cigarettes copine avec un livre de poche. Quelques mouchoirs endormis dans leur emballage flirtent avec un bonbon abandonné et une petite cuillère sale. Les clés d'une voiture qu'on devine être une berline confortable, un numéro de téléphone griffonné au dos d'une enveloppe, un paquet de cartes à jouer en fin de vie, une figurine de super-héros et 3 télécommandes complètent l'ensemble hétéroclite. Le magazine de décoration intérieure ainsi que le cactus ont été placés ici par choix, de même que 2 coquillages élimés, souvenirs de vacances à la plage. Naufrage moderne sur une mer parfaitement plane et transparente. De cette scène figée transpire la vie d'une famille, la tienne, David. Au-delà de ce qui s'est échoué là au fil des semaines, ce meuble contient une partie de ton histoire. Cette table basse a connu des soirées étudiantes, les moments de déprime et les succès célébrés. Elle t'a connu seule et accompagnée, a vu défiler les copines avant de voir naître et grandir tes 2 enfants. Elle a résisté aux assauts de ta femme qui voulait la remplacer, à ta marmaille qui l'a malmenée. Sur le panneau en verre, des devoirs ont été révisés et des joints ont été roulés. Des décisions ont été prises et des lignes ont été tracées, des verres renversés, de la nourriture répandue. Malgré les années, son plateau de verre ne s'est jamais fissuré, à tel point qu'elle t'apparaît aujourd'hui presque incassable.
Tu te demandes même si un coup de marteau viendrait à bout de cet épais alliage industriel. La vitre céderait, c'est certain. Le métal finirait par se tordre de douleur, mais il faudrait compter sur une brave résistance. Voilà bientôt 20 années qu'elle tient le coup. C'est une battante, une table basse fière et forte, pas le genre à lâcher facilement. Ces Suédois et leurs foutus meubles ont vraiment réussi leur coup. C'est ce que tu te dis en te marrant. D'un geste sur l'interrupteur, tu plonges l'appartement dans l'obscurité. N'y subsistent alors plus que des points lumineux, diodes rouges, vertes et bleues disséminées dans l'atmosphère.